Merci beaucoup. Merci Katia, bien que tu mettes un peu la pression, hein, puisqu'il paraît que c'est une excellente conférence. Donc, voilà, hein, en fait, je dois déjà vous avouer quelque chose, c'est que j'ai été référente RSA. Alors, vous voyez, 2 ans de référence RSA et je ne supportais plus les pauvres. Ouais. Vous en connaissez des pauvres ? Ouais. Vous connaissez des allocataires du RSA ? Et les référents RSA, vous savez ce que c'est ? Vous en connaissez ? Non. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes au RSA, la première des injonctions, c'est de contractualiser. Donc vous allez devoir signer un contrat d'engagement réciproque avec un travailleur social, un référent RSA, ou un PPAE, un projet personnalisé d'accès à l'emploi, avec un conseiller Pôle emploi. Et quand je vous dis que c'est la première des injonctions, vous aurez bien compris que c'est parce qu'il y en a d'autres. 2 ans de référence RSA et non seulement je ne faisais pas fructifier mon capital humain, ni celui des allocataires d'ailleurs, mais j'étais en train de perdre toute empathie. Alors j'aime bien cette idée de capital humain parce que, à mon avis, le type qui a inventé ça s'est dit, si on veut que ceux qui n'ont pas de capital adhèrent au capitalisme, il faut leur faire croire que leur capital c'est eux. Et ça marche. Ça marche, c'est ce qui fait que ceux qui n'ont pour seul capital que leur force de travail et leur capacité d'adaptation fustigent ceux qui n'auraient pas le goût de l'effort. C'est le terreau du ressentiment. Et comme on est dans un système vertical, la pression, c'est plus facile de l'évacuer vers le bas. Et le ressentiment, c'est sur les plus petits qui s'expriment. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais référente RSA. J'ai pas toujours été référente RSA. Non, à une époque, j'étais au RMI. Le revenu minimum d'insertion. Et là, je suis perdue, je vous l'avoue. En fait, 2 ans de référence RSA et j'allais pas bien du tout. Alors quand mon contrat s'est arrêté, j'ai eu besoin de poser les choses. J'ai eu besoin de réfléchir à tout ça. Et je me suis inscrite à la fac. Mon contrat a été terminé, j'ai pas souhaité le renouveler. Je me suis inscrite à la fac. J'avais besoin de réfléchir à tout ça. Alors, je me lève tous les matins avec une petite chanson dans la tête. C'est gai, hein ? Bon, ça dépend, des fois c'est avec du Michel Sardou. Mais si je vous raconte ça, c'est parce qu'un matin d'avril 2019, je me lève de bonne humeur, ma petite chanson dans la tête, sympa, il fait beau, et je me prépare à aller rencontrer un référent RSA que je vais interroger dans le cadre de mon Master 2. Alors je travaille sur la relation d'aide dans le champ de l'insertion socio-professionnelle, et plus particulièrement dans le dispositif RSA. Est-ce qu'il y a encore une place pour le social dans le dispositif ? Comment les référents établissent une relation avec des personnes qui sont contraintes d'être accompagnées ? Donc je me prépare, je me rends à cet entretien, on démarre, ça se passe plutôt bien. Et puis on arrive à discuter de la contrainte. Et il me dit que oui, c'est vrai que c'est parfois compliqué au premier abord parce que les gens viennent parce qu'ils sont obligés. Mais que très rapidement, finalement, ils voient un intérêt à rencontrer un référent et que ça se passe plutôt bien, même s'il y a toujours des réfractaires, ceux qui ont des problèmes un peu psy. Alors je vois pas bien de quoi il veut parler, donc je lui demande de préciser. Et il me dit, ceux qui politisent un peu tout. Alors là, ma petite chanson, elle me revient dans la tête. Macron nous fait la guerre, et sa police aussi. Et nous, on est déter à bloquer le pays. Ouais, parce que moi, depuis le mois de novembre, en fait, tous les samedis, je mets mes fringues de manif. Alors, je mets pas le gilet jaune. Je ne suis pas très portée sur les couleurs vives. Mais
Depuis que je me suis fait exploser une godasse par une grenade de désencerclement, je mets des fringues auxquelles je tiens pas trop. Parce que j'aime bien les fringues, alors j'y fais attention. Enfin, quand je dis que j'aime bien les fringues, en fait, j'aime surtout les dentelles et les froufrous. Et c'est souvent des matières inflammables. Alors, bon, partir en torche humaine sur la manif, ça pourrait avoir de la gueule, mais bon, parce que ça canarde en manif. Non, là, face au gars, là, c'est plutôt mon costume de sociopathe que j'ai envie de mettre. Un mix entre Mary Poppins, Xena la guerrière et Morticia Adams. Vous voyez? La fille gentille, mais qu'il faut pas trop pousser quand même. À ce moment-là, moi, je gagne 20 balles de plus que le RSA. Je touche l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité, c'est la fin de droit du chômage. Et j'ai l'impression de tout politiser. Et puis c'est marrant parce que moi, quand j'étais référente RSA, je trouvais justement que les allocataires n'étaient pas assez politisés. Je leur en voulais, en fait, d'accepter, de baisser la tête, de courber les chines. Ouais, 2 ans de référence RSA, j'allais pas bien du tout, en fait. Alors, c'est peut-être parce que quand j'étais petite, j'aimais bien aider les autres. Et puis j'avais rencontré Sally, qui était éducatrice spécialisée. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je pense d'ailleurs que c'est elle qui m'a donné envie d'être éduque. Alors, quand j'ai eu mon diplôme, c'était mon rêve que j'allais réaliser. J'allais travailler avec ceux dont personne ne veut. J'allais les réconcilier avec l'humanité. I believe I can fly. Mary Poppins, quoi. Bon, ça n'a pas duré, hein. On m'a vite demandé de faire autre chose. Conformer, formater, faire entrer les gens dans des cases, transformer des situations en chiffres. Alors au début, j'ai dit non. Mais c'est pas facile de dire non. Surtout quand on est tout seul à dire non. Alors j'ai transigé. Alors les allocataires du RSA sont pas assez politisés. Il y a ceux qui politisent un peu tout. Il faudrait savoir. Hein. C'est peut-être parce qu'en fait, les allocataires du RSA, c'est pas un groupe à proprement parler. En fait, c'est une somme d'individus qui a pour point commun de percevoir une allocation calculée sur la base de la quotient familiale établie par la CAF. Point barre. Alors la question de la politisation ou de la dépolitisation, c'est plutôt du point de vue de l'allocation qu'il faut se la poser. Du point de vue de l'allocation et du dispositif qu'on a mis en place pour encadrer les allocataires. Et même si vous voulez bien qu'on chemine ensemble pendant l'heure qui vient, la vraie question c'est pourquoi et comment, plutôt que de combattre la pauvreté, on a choisi de faire la guerre aux pauvres. Alors je vous le disais, hein, j'ai été RMiste, mais RMiste bien. Je cochais toutes les bonnes cases. J'étais jeune, je venais d'avoir mon diplôme d'éducatrice spécialisée, ma situation ne pouvait être qu'involontaire et transitoire. Parce que c'est comme ça que jusque dans les années 1980, on distinguait les bons chômeurs des mauvais chômeurs, c'est quand leur situation était involontaire et transitoire. Après, on a inventé les inemployables, mais pour autant, on continue à faire cette distinction. Hein. Une distinction d'ailleurs qui n'est pas nouvelle, puisque en 1887, le pasteur Robin, qui intervient devant une assemblée de sénateurs pour proposer une loi contre le vagabondage et la mendicité, déclare « Cette distinction que nous demandons qu'on fasse est facile à établir. La pierre de touche pour discerner le vrai pauvre du mendiant est le travail exigé. Le vrai pauvre l'accepte avec reconnaissance. Le paresseux le refuse, il s'éloigne et ne revient plus. » Alors la sociologue Colette Beck, dans son livre Assistance et République, nous explique qu'encore à cette période, en fait, la population est traumatisée par la Commune de Paris. Ouais, je veux bien croire que 72 jours d'insurrection ouvrière, ça ait marqué les esprits. 1871,
au sortir d'une guerre contre la Prusse qui a plongé le pays dans la famine, des ouvriers et des ouvrières font le siège de Paris. Ils occupent les usines, ils se réapproprient leur outil de production. Ils occupent des églises qu'ils ont transformées en clubs de discussion, dans lesquels des hommes et des femmes discutent, imaginent, élaborent, construisent une société plus juste et plus égalitaire. On y parle par exemple d'égalité salariale entre hommes et femmes. 1871. On parle d'instruction et d'éducation pour toutes et tous, d'écoles laïques. Les fédérés ont remplacé le drapeau tricolore, symbole de la répression bourgeoise, par le drapeau rouge, symbole de l'internationalisme ouvrier. Ils ont fait tomber la colonne Vendôme, qui est le symbole de l'impérialisme et de la barbarie. Le wokisme avant l'heure, quoi. Et pendant que cela, là, le clergé, les patrons, l'État s'étaient réfugiés à Versailles, les fédérés déclaraient au peuple français, la révolution communale, commencée par l'initiative populaire du 18 mars, inaugure une nouvelle ère de politique expérimentale, positive et scientifique. C'est la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, de l'agiotage, des monopoles, des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage, la patrie, ses malheurs et ses désastres. Cet idéal communaliste, il commence à faire des émules. On parle de la commune de Marseille, de Lyon, de Saint-Étienne, de Narbonne. Alors on ne sait pas exactement combien la répression féroce orchestrée par Adolphe Thiers pendant ce qu'on appelle la semaine sanglante a fait de morts. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ceux et celles qui n'avaient pas été fait fusiller ont été jugés par des conseils de guerre, qui les ont condamnés à la prison, condamnés à mort, aux travaux forcés. Et bien qu'on ait construit la basilique du Sacré-Cœur sur la butte Montmartre, là où avait commencé l'insurrection, sur les cendres encore fumantes de la seule vraie révolution prolétarienne qu'il y a eu en France, et bien ceux-là, là, les Versaillais, Paul Hellebecq nous dit qu'ils sont effectivement encore traumatisés et qu'à l'époque, la lutte contre les marginaux, les hors-contrats, les voleurs et les incorrigibles rassemblent. Une petite centaine d'années auparavant, on a créé l'assistance publique et on inscrit dans la Constitution un devoir moral d'aide, mais qui est lié au travail que l'individu a fourni, qu'il fournira ou qu'il est en mesure de fournir très rapidement. Rien de nouveau donc. Alors moi j'étais donc RMiste involontaire et en transit. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien avec le RSA, c'est qu'on ne fait plus cette contraction entre l'individu et son statut. Par quelques personnes que j'ai entendues récemment, on ne dit pas RSAste, RSAiste, non, on dit allocataire. Enfin, moi je dis allocataire, je ne dis pas bénéficiaire. Parce que le RSA, c'est un droit. C'est pas de la charité, c'est de la solidarité. Alors, on peut me dire, ouais, t'es gentil avec ta solidarité, mais elle nous coûte cher, hein. Tout le monde se souvient, un pognon de dingue. Alors, c'est vrai que quand on regarde les chiffres, ça paraît vertigineux, hein. Les minima sociaux, tout confondu, c'est 30,4 milliards d'euros. Ça représente 3,7% du montant des prestations de protection sociale. Ça représente 1,3% du produit intérieur brut. Alors pour les nuls en économie dont je suis, le PIB, c'est un indicateur qui reflète l'activité économique d'un pays. En gros, c'est ce qui quantifie la valeur totale de la production de la richesse. Pour le RSA seul, c'est 12,7 milliards, soit 0,6% du PIB. Et derrière ces chiffres, la réalité, c'est que c'est 1,90 million de ménages, c'est 3,85 millions d'hommes, de femmes et d'enfants à qui on permet de ne pas mourir de faim.
à qui on permet de ne pas avoir à trouver d'alternatives pour se nourrir. C'est une bonne manière d'acheter la paix sociale. Avant d'être au RMI, et avant l'école d'éducateur, j'ai fait un contrat précaire dans une mission locale. Alors je ne sais pas. Tiens d'ailleurs, vous savez d'où ça vient le mot précaire? Du latin precarius, qui signifie qui s'obtient par la prière. Voilà. Donc moi je faisais un contrat précaire ou atypique ou contrat aidé, hein, ça dépend des circulaires ministériels. Donc ce sont des contrats en fait qui sont donc subventionnés par l'État, qui sont des contrats à temps partiel, rémunérés au SMIC horaire, et qui courent normalement pour un agrément de 2 ans et qui sont destinés, installez-vous, je vous en prie, et qui sont destinés normalement à des personnes dites éloignées de l'emploi. Ouais, mais sauf que moi j'avais travaillé avant. J'avais fait un prestage d'éducatrice dans une maison d'enfants dans le Jura. Parce que j'ai vécu dans le Jura, je m'y suis même mariée, et puis il y a eu 1995. Vous vous souvenez? Le plan Juppé, il était question de réforme de la sécurité sociale, réforme des retraites, augmentation de salaire, et là, le pays paralysé. Des grèves partout, des blocages partout, des manifs partout, et dans le Jura, pas trop. Alors je regardais tout ça à la télévision, hein, en faisant de la broderie. Et puis quand je suis arrivée à la lettre Z de mon abécédaire, j'ai posé ma démission, j'ai quitté mon mari et je suis remontée dans le Nord. Ouais, j'aime bien le Nord. Au Nord, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, des hommes, des mineurs de fond. Alors balancer comme ça fait cliché. Hein. Mais ma famille vient du Pas-de-Calais, du bassin minier. Et du côté de ma grand-mère, tous les garçons étaient mineurs. Alors cette histoire, c'est un peu la mienne. Et si je me l'approprie, c'est parce que c'est plus qu'une histoire. C'est une culture qu'on m'a transmise. Ce sont des valeurs. Le militantisme, la lutte, la solidarité. On n'a pas beaucoup, mais on partage. Et puis, c'est aussi dans cette famille que j'ai appris qu'il était nécessaire d'émanciper le travail, mais que le travail était aussi un facteur d'émancipation. Donc, un contrat précaire, c'était mieux que rien. Alors, il y a des critiques sur ces contrats précaires. Alors, il y a, par exemple, Michel Hauthès, dans son livre « Les paradoxes du travail social », qui en distingue au moins 2. C'est que, la première, c'est que ça a créé un second marché de l'emploi. Puisque ces contrats auraient dû être occupés par des personnes avec des contrats de droit commun. Et puis, ce que nous dit Hauthès aussi, c'est que ça ne permet pas de sortir durablement de la précarité. Ouais. En réalité, ça ne permet pas d'en sortir du tout. Mais comme il le dit lui-même, il y avait déjà un indice dans l'intitulé, puisqu'on parle d'insertion par l'activité économique et non pas dans l'activité économique. Alors, d'autres critiques qu'on peut faire aussi sur ce type de contrat, c'est que, en fait, les entreprises d'insertion sont soumises à des quotas de sortie positive pour conserver leur financement. Et que, parallèlement, les listes des potentiels candidats, les listes qui sont établies par les préfets, on constate au fur et à mesure des années qu'elles s'allongent. Et elles s'allongent tellement, en fait, qu'elles finissent par concerner à peu près tout le monde, pourvu qu'ils soient demandeurs d'emploi depuis plus d'1 an. Et les jeunes. C'est pour ça que moi j'ai eu un contrat précaire. Alors, vous comprenez bien que liste qui s'allonge et obligation de sortie positive, il y a une sélection.
Et que donc on est quand même en droit de se demander si ce type de contrat va réellement aux personnes qui en auraient éventuellement le plus besoin. Alors dans le RSA aussi, on a des sorties positives. Quand je faisais mon mémoire là, de Master 2, je vais rencontrer un référent RSA, alors pas le même que tout à l'heure, hein, un autre, et je lui demande qu'est-ce que c'est une sortie positive du RSA. Ben oui, parce que quand on fait une recherche comme ça, c'est bien de poser des questions faussement naïves, parce qu'en fait sinon il y a des choses qui seraient jamais dites. Et là il me dit, il y a la reprise d'emploi, hein, l'ouverture des droits à la retraite, le basculement sur l'allocation adulte handicapé, les décès. Ah lui, on est sûr qu'il ne reviendra plus, lui. Enfin bref, tout ce qui fait faire des économies au département, quoi. Hein? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 2004, ce sont les départements qui financent le RSA. La CAF, c'est juste l'organisme payeur. Et alors bien sûr, ils ont une dotation de l'État, hein, mais la dotation ne couvre pas l'intégralité du budget. Et puis parfois, même, comme c'est arrivé sous Hollande, là, il y a des gels de ces dotations. Donc le département doit augmenter certaines taxes pour équilibrer son budget, et notamment la taxe foncière. Alors électoralement, c'est un enjeu, hein. Surtout quand on sait que la plupart du temps, les pauvres ne vont pas voter. Et puis que, comme il finance ce département, c'est lui qui va aussi établir la ligne politique de l'insertion sur son territoire. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve à lire dans un programme départemental d'insertion qu'on appelle les référents une référence plus offensive. Mener une offensive, littéralement, c'est combattre un adversaire. Hein. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe, un accompagnement social dans le cadre du RSA. D'abord, on va commencer par établir un diagnostic. Un diagnostic, c'est une liste de questions qui vont nous permettre de pointer, de relever vos failles, vos manques, vos déficits, vos défaillances, bref, les freins. Les freins qu'on va lever pour vous emmener à l'insertion professionnelle. Bonjour madame, installez-vous, je vous en prie. Alors madame, vous êtes titulaire de l'allocation? Oui. Ok. Vous travaillez? Non, vous n'avez jamais travaillé. Ok. Un projet de formation ou de création d'entreprise? Non. Ok. Au niveau des études, vous êtes arrêté où? D'accord, donc fin de scolarité obligatoire. Hein. Vous avez eu BEPC. Bravo. Avez-vous des difficultés liées à votre santé? Non. Au niveau du logement, vous avez votre propre logement? Ouais. Des problèmes dans le logement? Trop grand, trop petit, insalubre? Non. Des impayés? Loyer, facture? Non. Des problèmes d'endettement? Non. Des problèmes administratifs? Des difficultés administratives? Non. Ok. Problème de santé, non. Lecture, écriture, compréhension du français, ça va. Problème de logement, non. Difficulté. Je suis embêtée. Je suis embêtée parce que le problème de cette dame, en fait, c'est qu'elle est triste. Son mari vient de la quitter, il l'a laissée toute seule avec ses 2 enfants. Et comme elle n'a jamais travaillé, elle est au RSA. Et je comprends très vite pendant l'entretien qu'en fait, je risque d'être la seule personne qu'elle va voir dans les mois qui viennent. Alors, j'ai pas envie de l'envoyer à Pôle emploi. D'abord parce qu'elle ne va pas y voir grand monde. Et puis en plus parce que je sais qu'on risque de l'envoyer sur un atelier où on va lui expliquer que de s'être occupé de son foyer et de ses enfants, ça a développé des compétences transférables. Alors, je ne suis pas en train de dire que cette dame n'a pas de compétences. Hein. Non, non. Ce que je dis, c'est que c'est d'emblée la renvoyer sur des tâches domestiques, hein, puisque une femme qui s'est occupée de sa maison et de ses enfants, qu'est-ce qu'elle sait faire? Ouais.
Et puis que, pour avoir passé quand même un certain nombre d'entretiens d'embauche dans ma vie, je peux vous affirmer que les employeurs, vos compétences transférables, ils n'en ont rien à cogner. Hein, quand vous leur dites que vous êtes au RSA, eux, ce qu'ils entendent là, ce qu'ils retiennent, c'est que vous avez potentiellement un rapport au temps altéré. Pas que vous avez développé des compétences en matière de gestion de budget, par exemple. Alors ces discours-là sur les compétences transférables, ben, c'est juste en fait pour venir renforcer la responsabilité individuelle. C'est pour faire intégrer aux personnes que si elles ne trouvent pas de travail, ben, c'est de leur faute. Alors j'ai pas envie de l'envoyer à Pôle emploi, mais si je veux signer avec elle un contrat d'engagement réciproque, il faut que mon diagnostic soit validé par le conseil départemental. Alors, ben, je vais cocher autre, et puis comme on me demande de préciser, ben, je vais mettre lien social. Et puis mon diagnostic, il revient validé. Donc je reçois cette dame à nouveau pour signer son contrat d'engagement réciproque. Installez-vous, madame, je vous en prie. Alors, on était parti sur lien social. Ok, je prends ma nomenclature. Oui, parce que j'ai une nomenclature. Hein. À chaque frein correspond une action. Et je n'ai pas lien social. Ah, en 6, j'ai autonomie sociale. Et en 6.2, j'ai accompagnement social. Redynamisation, remobilisation. Et en 6.2.1, j'ai action individuelle. Comme on va se voir toutes les deux, on va prendre action individuelle. Voilà comment ça se passait quand j'étais référente RSA. Parce que ça a changé depuis. Hein. J'aime bien changer au département. Il ne faut pas que les agents s'endorment. Il faut le cocotier, là, sans cesse. Alors j'ai découvert que ça avait changé parce que j'ai basculé au RSA. Enfin, plus exactement, j'ai touché le RSA un mois et puis plus rien. Donc, je vais voir sur mon dossier CAF, mon dossier dématérialisé, là, et j'ai un message laconique me disant que mon droit est suspendu. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'envoie un mail et je demande une explication. Et puis, la réponse se fait attendre. Donc, je retourne sur mon dossier et là, je vois qu'il y a un numéro où je peux appeler. Donc, je fais ce numéro, le 3220. Bonjour et bienvenue sur le numéro magique 3220. Veuillez nous indiquer l'entreprise ou le service que vous souhaitez contacter. CAF. Bonjour, vous souhaitez joindre la CAF. Nous vous informons que désormais le numéro magique pour joindre la CAF est le 3263. Numéro magique. Hein. C'est vrai. Donc je fais le 3263. Bonjour et bienvenue sur le numéro magique 3263. Nous vous informons que cet appel vous sera facturé 10 centimes la minute. Ok. Donc, si je veux savoir pourquoi je ne suis pas payé, il faut que je paye. Remarquez, j'ai compris il n'y a pas longtemps, hein, il y a un rapport là qui est sorti. La Caisse nationale d'allocation familiale vient de signer, là, fin d'année dernière, un contrat d'à peu près 15 millions d'euros avec une start-up pour l'externalisation des appels. Et quand vous allez sur le site de cette start-up, en fait, elle se propose de réinventer l'expérience client. Donc je vous l'annonce officiellement, pour la CAF, nous ne sommes plus des allocataires ou des ayants droit, nous sommes des clients. Bon, enfin, tout ça, moi, j'ai pas ma réponse. Donc, je retourne sur mon dossier dématérialisé. Et là, je vois que je peux demander un entretien téléphonique et que ce soit eux qui m'appellent. Donc, c'est ce que je fais. Et le matin, en fait, où j'ai le rendez-vous téléphonique, je reçois une réponse à mon mail que j'ai envoyé 3 semaines avant. Alors, j'ai joué la conf il n'y a pas très longtemps et il y avait une agente de la CAF qui m'a dit « Mais tu sais, tu as de la chance, hein, 3 semaines. » Règle générale, c'est 3 mois. Et donc,
j'ai ma réponse enfin, c'est que je ne me suis pas présentée à un entretien, à un rendez-vous à la maison départementale de l'insertion et de l'emploi. Bon, j'ai pas eu la convocation, mais c'est tout. Je vais téléphoner et puis je vais prendre rendez-vous. Donc je téléphone, je prends rendez-vous et là on me fixe un rendez-vous 3 semaines encore après. Je vais donc rentrer dans mon 2e mois sans allocation. Pas le choix, hein. Je dois attendre. Donc je me dis, bon, je vais préparer mes papiers, maison départementale de l'insertion et de l'emploi, je vais prendre mon CV, et puis mon PPAE, mon projet personnalisé d'accès à l'emploi. Et puis je reçois la convocation. Madame, vous êtes allocataire du RSA. Le président du conseil départemental a désigné la maison départementale de l'insertion et de l'emploi afin d'examiner votre situation et définir l'organisme le mieux adapté pour votre accompagnement vers l'emploi et l'insertion. C'est redondant, hein? Lors de cet entretien, vous établirez un contrat d'engagement et d'orientation afin d'élaborer ensemble un projet personnalisé d'insertion sociale et professionnelle adapté à vos besoins et de vous accompagner dans vos démarches administratives au regard du RSA. Je vous demande de vous munir d'une pièce d'identité avec photo, d'un justificatif de domicile, d'une attestation de refus d'indemnisation de Pôle emploi, de vos 4 derniers relevés de compte bancaire, du statut de votre activité, de vos 3 dernières déclarations RSI, blablabla. Pas de CV, pas de PPE. Je vous cache pas que ce courrier m'a chamboulé. Hein. J'ai même pas eu envie de mettre mon costume de sociopathe. Non, j'avais juste une grosse boule dans la gorge, là, hein, comme quand on a envie de pleurer puis que ça sort pas. Et puis bon, c'est tout. Hein. J'ai préparé mes papiers et puis je me suis rendue à cet entretien. First I was afraid, I was petrified. I will survive, I will survive. Bonjour madame, installez-vous, je vous en prie. Bonjour. Oui, je n'étais pas très avenante. Alors madame, on va faire un point sur votre situation. Alors déjà, est-ce que vous avez des projets? Ah, le projet. 2e injonction. Oui, j'ai des projets, oui. Oui, il y a presque 50 ans, ce serait dommage de ne pas en avoir. Mais madame, il ne faut pas croire ça. Moi, je reçois des gens de 50 ans, même plus. Ils n'ont pas de projet. Hein. C'est sûr. Ils n'ont pas de projet ou ils n'ont pas de projet conforme. Ils n'ont pas de projet ou ils n'ont pas de projet professionnel. Parce que vouloir vivre peinard, ça peut être un projet. Hein. Mais madame, vivre peinard quand on est au RSA, c'est faire peser le poids de son existence sur la société. C'est pas faire preuve d'autonomie. L'autonomie. 4e injonction. Tout à l'heure, je ne vous ai pas dit la 2e injonction, l'injonction biographique, celle du diagnostic. Quand on vous oblige à vous raconter dans un temps défini pour que l'autre trouve de la matière sur laquelle il va travailler. Autonomie, 4e injonction. L'autonomie. Vous me parlez d'autonomie. Je viens de passer 2 mois sans allocation pour que vous puissiez contrôler mes comptes bancaires et vous me parlez d'autonomie. Vous nous foutez dans des situations impossibles, dans un dénuement total, et vous nous parlez d'autonomie. C'est Vincent de Goljac qui pointe ce paradoxe dans l'insertion socio-professionnelle. C'est à la fois de devoir faire preuve de son dénuement et à la fois de devoir faire preuve d'autonomie. Je me suis déjà retrouvée dans des situations gênantes. Hein. Je me suis déjà retrouvée en culotte au milieu d'un bistrot. J'avais une jupe portefeuille et un bracelet réglable là, qui ne ferme pas complètement. Et en voulant saluer un copain, j'ai accroché ma jupe avec mon bracelet. Tout ça sur du Dalida. Comme le disait la mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. On est d'accord, c'est gênant. Mais des situations humiliantes, j'en ai pas vécu beaucoup, et heureusement.
Mais un jour, je suis allée chercher un colis alimentaire au centre communal d'action sociale à la mairie à côté de chez moi. Et là aussi, on m'a demandé de faire preuve de mon dénuement. Il a fallu que je prouve que j'en avais réellement besoin. Sérieusement, il s'est passé quoi dans la tête du gars qui s'est dit non, on va leur demander de justifier. On va leur demander qu'ils prouvent quand même qu'ils en ont vraiment besoin. On ne sait jamais. Des fois qu'ils préféreraient quémander leur nourriture plutôt que d'aller faire leurs courses comme tout le monde. Et vous savez pourquoi j'ai fait ça, madame? Par fierté. Pour pas demander à mes parents. Pour être autonome. Et la vôtre d'autonomie. Hein, parce que s'il n'y avait pas d'allocataire du RSA, vous n'auriez pas de travail. Voilà ce que j'aurais dû dire. Je ne l'ai pas dit. Voilà ce qu'on aurait pu me dire plein de fois, que j'ai entendu plein de fois, mais qu'on ne m'a jamais dit à moi, personnellement. Par gentillesse, par respect, ou par peur de la sanction. Hein, parce que si nous, en tant que référents, on n'a pas le pouvoir de suspendre les allocations, on a un rôle d'alerte auprès du département. C'est-à-dire que quand un allocataire ne respecte pas ses obligations, on doit le signaler au département qui, lui, va prendre des sanctions. Vous savez quoi? Elle ne m'a même pas contrôlée. Alors peut-être parce que j'avais un projet, peut-être parce que j'avais des fringues sobres. C'est important les fringues, hein. C'est un marqueur social. Hein. Ça dit des choses de votre classe sociale, mais ça dit aussi des choses de votre rapport à la norme. Un soir, je faisais un extra dans un bistrot et il y a un client qui rentre, un agent immobilier. Il n'y a pas d'agent immobilier dans la salle? Vous avez l'image? Et il me dit « Oh, c'est sympa, vous êtes habillé pour Halloween !» Non? Non, je suis toujours habillée comme ça. Peut-être qu'elle ne m'a pas contrôlée parce qu'elle était sympa. Ou qu'elle trouvait ça dégueulasse. Peut-être que si elle avait pris mon CV, parce que moi je l'avais pris quand même, elle aurait vu que j'avais été à sa place. Et on aurait pu en parler. Et elle m'aurait dit qu'elle trouvait ça dégueulasse. Et moi je lui aurais dit que moi aussi j'avais fait des trucs dégueulasses. J'en avais signé des courriers dégueulasses. Où il est marqué en gros, en gras, en lettres capitales, au milieu du courrier. Toute absence à justifier fera l'objet d'un signalement au département qui prendra les sanctions prévues à l'article, machin, nanana. J'en ai eu un de contrôle une fois. Un contrôle CAF. À la mort de mon conjoint, mon appartement était devenu trop cher pour moi. Alors mes parents m'ont aidé financièrement et puis parallèlement, j'ai fait une demande d'allocation logement. Et je pense que toutes ces informations ont dû affoler mon algorithme. Et ouais, parce que c'est comme ça que procède la CAF hein, maintenant, par ce qu'on appelle le data mining. Donc ils ont une liste d'indicateurs plutôt obscurs, hein, qu'ils ne veulent pas communiquer. Et donc ils calculent votre potentiel fraudeur. Donc quand vous arrivez à une note proche de 1, ça déclenche un contrôle. Et donc c'est comme ça qu'un matin, j'ai eu une dame de la CAF qui est venue me rendre visite. Alors, elle n'est pas arrivée à l'improviste, hein, on vous envoie un courrier avec les papiers à préparer, à fournir. Mais comme elle était arrivée un petit peu avant, que je n'avais pas fini mon café, j'en ai proposé un. Elle s'est raidie comme ça. Non. J'avais bien compris que ce n'était pas une visite de courtoisie. Mais c'est quand même la seule fois dans ma vie où j'ai eu l'impression de tenter de corrompre un fonctionnaire. On s'est installé donc à la table de la cuisine. Puis elle a commencé à éplucher mes papiers. Et elle jetait des petits regards comme ça en coin régulièrement. Parce qu'à l'époque, j'habitais un rez-de-jardin. Et derrière chez moi, il y avait un supermarché. Et chaque fois que le supermarché changeait ses rayons de place, les immeubles autour étaient envahis de souris. Et là, c'était le cas. Et elle n'aimait pas. Il y avait les souris qui traversaient la cuisine comme ça pour aller chercher des croquettes dans la gamelle de ma chienne. Mimi, petite souris, je t'en supplie, sors de ton trou. Et au bout d'un moment, elle a craqué et elle me dit « Le chien ne dit rien ?»
Je dis non, madame. Nous, on est pour le partage dans cette maison. Quand j'ai fait mon premier Master 2, mon premier mémoire de Master 2, j'interrogeais les allocataires du RSA. Et ce qui m'avait frappé, c'était à quel point ils avaient intégré la nécessité du contrôle. À quel point ils le justifiaient. En disant oui, c'est vrai, on est contrôlé, voire on est fliqué, mais c'est normal, madame, il y a tellement d'abus, il y a tellement de fraude. Alors on va pas se mentir, hein, la fraude elle existe. Là j'ai les chiffres officiels de 2021. La fraude en 2021, c'était 1% des 4 millions de ménages contrôlés. 309 millions. La même année, la fraude fiscale était estimée à 88 milliards. Monique, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Hop. Alors, on va faire environ 30 cm. Non, ne tricote pas. Là, on a 30. Hop là. Bon, allez, à la louche. Merci beaucoup. Fraude au RSA, environ 30 cm. Fraude fiscale, 88 mètres. Et pendant qu'on développait le data mining et les contrôles systématiques, le gouvernement supprimait environ 3000 postes d'inspecteurs des impôts. Ça, on cache. Une autre chose qui m'avait frappé aussi, c'est à quel point ils avaient intégré, ces allocataires, l'image négative qu'on leur assigne. Il y a même une dame qui disait, mais nous, les allocataires du RSA, on se reconnaît entre nous. Un jour, je vais faire des courses au supermarché, d'ailleurs chez moi, là. Alors bon, bah, je mets mes froufrous, mes dentelles, hein, mes talons bobines, et puis je traverse le parking. Et là, il y a un gars qui fait la manche et qui me demande une pièce. Je lui dis non. Puis je continue à avancer, et là, il me crie de loin, « Bourgeoise !» Du coup, je l'ai traité de punk à chien. On peut avoir des préjugés même quand on est pauvre. Mais ce qui est gênant dans cette anecdote, c'est que le type, il a intégré que quand on est pauvre, on doit le porter sur sa mine. C'est ce qu'on appelle l'intégration du stigmate. Hein? Et la stigmatisation, c'est ce qui consiste à frapper une ou plusieurs catégories de la population du sceau de l'infamie. C'est comme ça qu'a défini Erving Goffman. Alors, vous connaissez sûrement cette phrase hein, qui dit « la répétition fixe la notion ». Mais c'est vrai que de s'entendre dire à longueur de discours politiques et médiatiques qu'on est des parasites, des feignants, des assistés, des inutiles au monde, bah, ça donne pas une très bonne image de soi-même. Alors nous, dans le social, on a inventé un truc super. Une inversion de causalité magnifique, une violence symbolique extraordinaire, les ateliers de restauration d'estime de soi. C'est-à-dire que plutôt que de lutter contre un statut qui est dégradant, on va vous proposer un atelier relooking. Hein? Puisque chacun le sait, si vous êtes au RSA, c'est que vous avez une mauvaise image de vous-même. C'est comme pour le contrôle. On finit par intégrer cette notion du contrôle parce qu'en fait, quand on est pauvre, on est suspecté sans arrêt de frauder. Partout où on va, qui qu'on rencontre. Un matin, j'ai rendez-vous avec mon conseiller Pôle emploi. Bon, bah là, je me réveille avec Michel Sardou dans la tête. Hein. Là-bas, au Connemara. Ah oui, une journée qui commence à Pôle emploi est une journée qui commence mal. Et pourtant, j'ai des bonnes nouvelles. Je vais rentrer en 3e année de doctorat de sociologie. Je donne des cours à la fac. Je fais des vacations pour le rectorat. Pour moi, tout se passe bien. Et pourtant, je vois qu'il y a un truc qui le chiffonne. Quelque chose qui ne va pas. Il me demande, mais comment je déclare mes heures de cours à la fac là? Je lui dis à réception de mes fiches de paye. C'est-à-dire la fac, en une seule fois, longtemps après la fin des interventions. Et là, il me dit, mais ça va pas du tout. C'est pas du tout comme ça que je dois faire. Je dois déclarer mes heures chaque mois.
Oui, mais comme je n'ai pas de fiche de paye, je ne peux pas prouver. Et donc, si je ne peux pas prouver, je n'ai pas mon allocation spécifique de solidarité et je n'ai pas de salaire non plus. Il comprend bien, mais quand même, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, ce n'est pas le seul problème. J'ai le droit de cumuler la SS avec 3 mois de salaire. Et le mois précédent, j'ai travaillé 2 heures. Et 2 heures, ça compte un mois. Alors, il va falloir que je rembourse. Alors lui, je crois pas qu'il pense que je fraude. Je crois qu'il pense que je suis de bonne foi. Mais les mois qui vont suivre, les courriers que je vais recevoir de Pôle emploi ne vont parler que de fraude ou d'omission. Je vais mettre à peu près 6 mois pour qu'ils reconnaissent au moins que je n'ai pas fraudé. Ils vont finir par reconnaître. Mais pour autant, ils estiment que j'ai une dette. Et une dette, ça se rembourse. Eh bien, parlons-en de la dette. En 1793, ah oui, c'est une vieille dette, on inscrit dans la Constitution le principe de reconnaissance d'une dette publique. Il est écrit « Chaque homme a droit à sa subsistance. La société doit pourvoir à la subsistance de tous ceux de ses membres qui pourraient en manquer. Et cette secourable assistance ne doit pas être regardée comme un bienfait, elle est pour la société inviolable et sacrée. » On inscrit dans la Constitution la dette inviolable et sacrée qu'a l'État envers les plus démunis, les précarisés, les fragilisés. Donc, quand en 1988, le gouvernement socialiste met en place le RMI, le revenu minimum d'insertion, il vient en fait honorer cette dette. Et on peut même aller un petit peu plus loin en disant qu'il vient aussi rembourser la dette qu'il a lui-même creusée. En 1981, ce gouvernement, il est élu sur un programme de nationalisation de certaines grosses entreprises et de certaines banques. Dès 1982, il va opérer ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. On est dans une période d'inflation, le chômage augmente, il y a une dévaluation du franc par rapport au Deutschmark, et malgré des rapports d'économistes connus et reconnus qui disent que ce gouvernement a toutes les cartes en main pour jouer le plein emploi, eh bien, il va, ce gouvernement, s'appuyer sur la courbe de Phillips. Alors, en 1958, Alban Phillips, un économiste néo-zélandais, théorise la relation entre taux d'inflation et taux de chômage. Lorsque le taux de chômage, c'est ça l'idée, lorsque le taux de chômage diminue, les salaires montent, les entreprises augmentent les prix pour établir leurs marges. À l'inverse, les prix baissent quand le chômage augmente. Donc, pour conserver une certaine compétitivité sur le marché extérieur, eh ben, ce gouvernement va faire ce que Colomba et Cuvillier appellent dans leur BD le choix du chômage. Et il va commencer par fermer les entreprises qu'il a nationalisées. Va s'en suivre une vague de licenciements et donc un chômage exponentiel et la réapparition du phénomène de pauvreté qui était devenu résiduel pendant ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Donc, quand il met en place le RMI, oui, effectivement, il vient honorer cette dette inviolable et sacrée, mais il vient aussi rembourser celle qu'il a créée. Et d'ailleurs, en 1987, quand la loi passe au Parlement, le principe de l'allocation fait l'unanimité. Il est voté à l'unanimité. Le seul point de dissension, c'est sur le contrat. Comment on va envisager le contrat? Est-ce qu'on va envisager le contrat comme une réciprocité entre l'État et l'allocataire ou comme une contrepartie? Alors à l'époque, c'est l'idée de réciprocité qui est retenue. Mais très rapidement, en fait, ça se gâte. Et ça se gâte, alors quand je parle d'idée de réciprocité, c'est parce qu'à l'époque, il y a déjà un contrat d'insertion, mais il est conçu vraiment au sens large. Et puis petit à petit, ça commence à se gâter, et ça se gâte réellement dans les années 2000, au tournant des années 2000, avec ce qu'on appelle les politiques d'activation. Donc les politiques d'activation sont des politiques qui sont mises en œuvre au niveau européen. Alors pour paraphraser un politologue, on pourrait dire que c'est plus facile de les définir par ce qu'elles ne sont pas. Ce ne sont pas des politiques sociales. On peut les résumer par un slogan, se bouger pour s'en sortir.
Et sinon, il y a la définition de Loïc Vacan dans Punir les pauvres, qui me semble, moi, assez proche de la réalité. C'est une gestion de la pauvreté qui vise au redressement autoritaire des comportements des récalcitrants. Dans ces politiques d'activation, il y a 2 volets. Il y a la flexicurité et ce qu'on appelle le workfare. Le workfare, ça a été inventé dans les années, en 1968 par un pasteur américain, James Charles Evers, qui se dit que l'accès aux prestations sociales est trop aisé et que donc ça conduit les pauvres à en abuser. Donc il faut conditionner l'accès et le maintien de ces allocations à la recherche d'un emploi, à la participation à une formation ou à des enseignements. Et donc il crée ce mot workfare qui est en fait un mot valise entre work, travail, et welfare, prestations sociales. Alors c'est exactement là-dessus que c'est basé Martin Hirsch pour créer le RSA, venant finalement institutionnaliser l'inversion de la dette, puisque ce n'est plus l'État qui est redevable, qui a une dette envers ceux qui sont fragilisés, mais ce sont les pauvres qui, par leur comportement, vont venir en quelque sorte rembourser l'allocation qu'ils perçoivent. Je reviens à mon conseiller Pôle emploi, parce que c'est pas tout. La sociologie, c'est pas un secteur porteur. Alors ce serait bien que je fasse un bilan de compétences pour réfléchir à ma reconversion professionnelle. Alors autant vous dire que 6 mois de bataille administrative avec Pôle emploi et le coût de la reconversion professionnelle, j'ai abandonné le doctorat. Et bon, encore une fois, pas le choix, donc je prends rendez-vous là avec cette entreprise privée, bien sûr, qui va réaliser mon bilan de compétences. Et là, j'arrive. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces immeubles. Là, c'est à peu près dans le centre-ville de Lille. Ce sont des immeubles, en fait, où on loue des bureaux à la journée, au mois, à la semaine. Donc, vous avez des locaux vraiment impersonnels. Et alors, quand vous rentrez, il y a un immense tapis comme ça à l'entrée. Et au milieu du tapis, il est écrit en grand « Enjoy your business ». Comme ça, vous savez où vous mettez les pieds. Et donc là, je rencontre un jeune gars, un psychologue du travail, qui me demande si je sais pourquoi je suis là. Je lui dis pour un bilan de compétences, je crois. Elle me dit non, pas du tout. Non, un bilan de compétences, c'est beaucoup plus long et ça coûte beaucoup plus cher. Mais quand même, je vais apprendre plein de trucs super. Et le premier truc super que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez moi, je vais me connecter à leur plateforme et je vais faire un test de personnalité. Et ce test de personnalité, on le débriefera au téléphone. Tu m'étonnes. Ça vous dit de jouer ? Je vous explique le principe. À chaque fois, vous avez 2 affirmations. Vous devez cocher celle qui vous correspond le plus ou qui correspond le plus à votre comportement habituel. Ça ne me dérange pas de respecter les règles. Ou j'aime bien demander l'avis des autres avant de décider. Qui l'a une ? Qui l'a 2 ? Je garde la tête froide dans toute situation. Je pense qu'il est important de bien se conduire. Qui l'a une ? Qui l'a 2 ? Je n'ai besoin de personne pour me positionner. Mon bureau est presque toujours bien rangé. Qui l'a une ? Qui l'a 2 ? Il va y avoir des surprises. J'apprécie la solitude. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. Qui l'a une ? Qui l'a 2 ? Et une petite dernière, parce que celle-là, je l'aime bien. Je crée facilement de nouvelles relations. Ceux qui enfreignent les règles m'agacent. Qui l'a une ? Qui l'a 2 ?
Bon, ben moi j'ai travaillé quand même pas mal d'années avec des sortants de prison, donc plutôt la une. Hein. Et donc, je termine ce test, et puis quelques jours après, donc on a ce rendez-vous téléphonique pour débriefer. Et quelques minutes avant, je reçois par mail la restitution. Alors, 14 minutes de test, merci. 20 pages de restitution. Et là, j'apprends que dans mes ressources motivationnelles, l'altruisme, pas tellement, et la relation, c'est pas terrible. C'est plutôt gênant pour une éduque. Dans mes ressources interpersonnelles, l'empathie, pas trop. L'initiative sociale, c'est très moyen. Et l'ouverture d'esprit, c'est pas top. Je découvre que je tolère difficilement les contrariétés, que je traite les autres avec rudesse, que je supporte mal les échecs et que donc je pourrais les imputer à autrui, que j'ai parfois des mouvements d'énervement, que je tolère mal l'ascendant d'autrui, que j'impose ma façon de voir, que je pourrais être trop enthousiaste. Mais là, du coup, je me demande si ça veut pas dire que je suis un peu con. Enfin bref, je découvre que je suis sociopathe. Et puis, en continuant comme ça, je déroule sur mon ordinateur, je vois qu'à la fin, il y a le métier qui me correspond le plus. Poissonnière. Je vous jure, c'est écrit. Si, c'est écrit. Vous avez déjà vu un couperet à saumon ? Non mais confier un couperet à saumon à un profil pareil, c'est irresponsable. Bon, tous ceux et celles qui viennent de découvrir qu'ils étaient sociopathes également, je vous rassure, il y a une explication, page 9. C'est écrit noir sur blanc. Vous n'idéalisez pas le travail. Alors, j'en ai ri, et puis je rigole encore, mais quand même, quand je l'ai revu, je me suis permis de lui dire que j'avais trouvé ça quand même un petit peu violent. Elle me dit non. Non, faut pas que je prenne les choses comme ça. Je dois le prendre comme un horoscope. Un horoscope. Et ma main dans ta gueule, c'est le tirage du loto. Alors je veux bien que c'est difficile de justifier ce genre de choses sans dire des conneries. Mais en fait, le problème, c'est de les justifier. Le problème, c'est d'exercer cette violence et puis de la justifier. De ne pas la reconnaître, de la justifier. Et moi aussi, j'ai exercé cette violence. Et moi aussi, je l'ai justifiée. Alors, je vous l'avais dit, j'ai eu besoin de réfléchir à tout ça. Et la première explication qui vient, qu'on retrouve dans toutes les études scientifiques, c'est que, en fait, introduire de la violence dans une organisation, ça permet d'affirmer et d'asseoir sa position dominante, mais ça crée aussi des individus qui souffrent. Et un individu qui souffre, c'est un individu plus docile. Alors je réfléchissais à tout ça, et puis là, il y a une réplique de film qui m'est revenue. Le bon, la brute et le truand. Vous vous souvenez ? Clint Eastwood ? Le monde se distingue en deux catégories. Ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui creusent. Et toi, tu creuses. Et là, je me dis, ouais. Oui, sans doute que je préférais avoir le pistolet chargé. Et sans doute qu'on est nombreux et nombreuses à préférer avoir le pistolet chargé. Mais enfin, en fait, à avoir l'illusion qu'on a le pistolet chargé. Parce qu'en réalité, on creuse. Quand j'étais en train de monter cette conf, il y a un copain de la formation qui me dit
Caro, tu parles de paix sociale, mais qu'est-ce que tu entends par paix sociale? Alors c'est vrai que sur le coup, sa question, elle m'a paru un petit peu, je sais pas, incongrue. Hein, ça paraît évident. Et puis en fait, bien sûr que c'est toujours bon d'aller questionner les évidences. Et du coup, je suis allée taper sur Internet paix sociale définition. Et je suis tombée sur un article de Nicolas Duvaux, qui est un sociologue dont j'apprécie particulièrement les travaux. Et cet article s'intitule « Faut-il vouloir la paix sociale ?» Et Nicolas Duvaux, dans cet article, nous explique, en partant de la pensée de Spinoza, que l'absence de guerre ne signifie pas nécessairement la paix véritable. Et que dans le système capitaliste, la paix sociale, c'est l'absence de conflit. Que c'est la domination d'un seul et non pas le produit d'interaction. Que c'est la primauté du bien sur le juste. Et le fait que ce soit l'effet de la domination d'un seul, ça exclut de fait toute dimension collective. Et le fait d'exclure toute dimension collective vient dépolitiser l'idée même de justice. Or, Duvaux nous dit, il n'y a qu'une construction, qu'une élaboration collective de l'idée de justice qui peut venir nourrir la lutte pour l'égalité. Duvaux, il parle dans ses textes beaucoup de dépolitisation. Il parle notamment de la dépolitisation de la question de la pauvreté. Robert Castel écrivait à propos des minima sociaux, à en faire l'axe majeur de la protection sociale, on subvertit la conception même de la solidarité. Les minima sociaux consistent à octroyer des ressources qui aident, mais en maintenant les individus dans une position subordonnée, stigmatisée. À la limite, c'était entériner la structure d'une société duale. Quand le gouvernement, en 88, met en place le RMI, bien sûr qu'il amène une aide qui est vitale, qui est nécessaire. Mais il vient individualiser la réponse. Et en individualisant la réponse, il vient dépolitiser le problème et la question de la pauvreté. Alors pour conclure, je voudrais vous faire une citation de Béatrice Sappé, tirée de son excellent bouquin « La dictature du succès », parce que c'est une citation que je trouve très belle, mais qui résonne aussi comme un avertissement. La violence de la mise en précarité reste le plus souvent prisonnière de la souffrance. Elle émerge parfois comme un cri. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Macron et les suivants. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a le droit de boire un coup du coup maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous.